je suis parti dans l'idée de faire ce livre, pas les éléments dont il se compose, parce que ceux-là, ils sont en chantier dans les carnets depuis très très longtemps, on va dire, toi. Mais de rassembler ces textes-là et de les rassembler sous la forme poème, enfin, forme classique poème en fait, avec l'idée que ce sera le dernier livre de la série Chino, pour une raison très simple. Il faut que cette série finisse, parce que d'une manière ou d'une autre, elle sera épuisée à un moment ou à un autre. Et puis parce que moi, ça me permet, ça ouvre le peu d'espace qui me reste pour faire autre chose en fait. Parce que si je continue avec les aventures, on va dire, de ce personnage, d'une certaine façon, ça peut durer infiniment, parce qu'on peut toujours revenir sur des souvenirs d'enfance, on peut toujours revenir sur des paysages, on peut toujours revenir sur la nostalgie du temps passé, enfin tout ce qui fait poésie. Ça peut être infini, quoi. Mais bon, c'est pas trop mon but. Moi, j'aimerais continuer, autant que faire se peut, à inventer pas des propos, mais des formes, quoi. Des formes nouvelles, en tout cas. Bon, nouvelles pour moi, pas nouvelles en général, quoi. Et de ce point de vue-là, la forme journal, tu vois, que j'avais un peu par hasard inaugurée quand on a publié ici Point d'appui, est pour moi plus surexcitante, parce qu'elle est plus indécise, puisque le principe du journal fait que l'on passe d'un thème à un autre, d'une petite forme à une autre petite forme. Et ça, alors c'est peut-être un fait de vieillissement, voire de sénilité, mais c'est plus confortable pour moi. Voilà. Alors que les Chino, à chaque fois que ça prenne la forme romanesque, narrative, disons, ou que ça prenne la forme de poème, bon, il y avait une espèce d'héroïsme de la forme, enfin une volonté de trouver des formes vraiment closes, denses, solides, comme ça, homogènes aussi. Voilà. Et ça, peut-être que j'en suis plus capable et du coup j'en ai plus envie, peut-être simplement j'en suis un peu repu aussi. Voilà. Il faut entendre le texte, le titre, sur ces différents niveaux de connotation. Là, Chino fait poète, ça s'entend, comme on dit de quelqu'un qui va faire flic, ou qui va faire pompier, ou qui va faire boucher, c'est-à-dire Chino fait poète, ce titre-là suppose que dans le livre sera évoquée la façon, la cause, les motifs, les raisons qui ont fait que j'ai écrit des poèmes, voilà, et que je me suis intéressé à la question de la poésie. Donc, voilà. Mais on peut aussi entendre le titre dans un sens un peu différent si on prend la forme verbale comme un participe passé, c'est-à-dire Chino fait poète, Chino est devenu poète. Qu'est-ce qui a fait que ce personnage, et puis bien sûr moi-même, se sont peu à peu constitués comme poètes, se sont peu à peu constitués comme habités et formés par ce que d'une manière très générale on peut appeler le langage poétique. Et puis troisièmement, et ça se déduit de ce deuxième sens, en français le verbe faire a aussi le sens d'être pris. Tu sais, quand dans les pieds dans les bandes dessinées du siècle dernier, on disait t'es fait, l'arsouille, t'es fait, l'apache, à savoir t'es pris, quoi. Voilà, on t'a attrapé, quoi. Et donc Chino fait poète, ça veut dire aussi d'une manière un peu plus moqueuse que, ayant écrit des poèmes, ayant écrit pas spécialement, mais un certain nombre de livres de poésie, ce Chino-là et Christian Préjean, dans la foulée, ont été aussi pris à une sorte de piège. Ils se sont fait avoir aussi, quoi, à accepter les exigences de ce type de passion ou de manie. C'est un verbe faire plutôt dans le sens du verbe refaire, tu sais, comme quand on dit il a été refait, quoi. Il s'est fait avoir. Voilà. Alors après, quand j'ai constitué
le volume petit à petit, sans voir du tout au départ ce qu'il allait constituer comme volume. J'ai essayé plus ou moins consciemment, plus ou moins lucidement de maintenir ces données-là, c'est-à-dire d'où ça vient, pourquoi avoir choisi ça comme une espèce de métier, faire poète, voilà. Et puis quelle sorte de plume on y laisse, sans jouer bêtement sur le mot plume. Ouais. Quand le projet s'est un petit peu précisé et stabilisé dans ma tête, le projet de livre, encore une fois, pas le projet de chacune des sections ou de chacun des textes, mais le projet d'en faire autre chose qu'une recollection de poèmes, mais un livre avec une composition, voilà, pour dire simplement la chose. Je me suis simplement, comme on dit que font les personnes âgées, comme ça, quand elles en viennent à l'âge des bilans, qu'est-ce qui m'a vraiment profondément marqué, bouleversé et aussi intellectuellement intéressé comme écrivain. Comme écrivain et comme personne intéressée par la littérature d'une manière très très générale, pour dire des choses très simples. Et plus je pense à cela, plus je réfléchis à cette question, plus je regarde un peu les livres que j'ai faits, plus je regarde aussi les livres que j'ai aimé lire, plus tout cela se ramène à ce mot poésie. Voilà. C'est vraiment dans la poésie que je suis né comme personne, à la limite, puisque moi je suis né comme personne quand, aux alentours de ma 15e année, j'ai lu Rimbaud, j'ai lu Verlaine, j'ai lu Ducasse, quand tout d'un coup le monde pour moi a été éclairé ou obscurci, j'en sais rien, mais enfin bon, ça s'est passé dans cette intensité-là. Et ce que j'ai fait après, à la fois comme personne et comme écrivain, c'est formalisé là, dans cette traversée de la poésie de la fin du XIXe siècle. Voilà. Donc je me suis dit ça. Je me dis, c'est la poésie, reprenons, comme dit l'autre, le fil du travail de poésie. Et à la fois sous sa forme formelle, finalement assez proche d'un classicisme, donc versifié, compté, très souvent rimé, pas toujours, mais très souvent. Voilà. Et puis également, allons voir ou allons revoir vers ces sujets, vers ces questions, vers ces thèmes qui sont assez spontanément dans l'histoire du poème et de la poésie, identifiables à la poésie, c'est-à-dire la nature, le paysage, les émotions que l'on éprouve face à des paysages, etc. Voilà. Et là, du coup, évidemment, ça m'a fait rencontrer quelque chose qui, parmi les nombreuses choses qui m'énervent beaucoup, c'est-à-dire le bavardage actuel sur ce qu'on appelle l'éco-poésie, l'exigence dans lequel on voudrait que les poètes se placent, d'avoir à faire de leur travail de poète une action qui irait dans le sens des combats écologiques d'aujourd'hui. Et avec la poésie, c'est assez facile, puisqu'il y a une tradition séculaire du travail de poésie qui relève de la contemplation de la nature, de l'émotion devant la nature, de la description des sensations diverses que le rapport à la nature peut proposer. Voilà. Et donc, d'une certaine manière, ça relève, si j'ose le jeu de mots imbécile, ça relève de l'ordre du naturel que de penser qu'on peut mettre le travail de poésie au service de cette cause, cause contre laquelle je n'ai rien, évidemment. Personne ne peut avoir quoi que ce soit contre cette cause, c'est même pas une cause, c'est de l'ordre d'une évidence aujourd'hui. Bon. Sauf que, si on réfléchit à ce que c'est profondément le langage poétique, et si on s'avise, parce qu'il me semble difficile de s'aviser d'autre chose que c'est le moins naturel qui soit des langages, puisqu'il est toujours chargé d'étrangeté,
saturé d'une densité qui n'a rien à voir avec la naturalité du parler courant, parler de l'échange quotidien, etc. Densifié qu'il est par les plus artificielles des figures, ce qui constitue la rhétorique, etc. Il est difficile d'arriver à penser qu'il y ait quoi que ce soit de naturel dans l'expression poétique, dans la formalité poétique, de quelque bout qu'on la prenne et dans quelque culture ou moment historique qu'on la situe. Bon, on est toujours avec l'exercice de la poésie dans l'artificialité maximum. Voilà. Donc là, il y a une espèce de contradiction entre l'apparence de proximité avec le fait naturel qu'est le fait poétique, et puis d'autre part, l'extrême artificialité, l'absence radicale de naturel qui définit la poésie comme forme et comme mode de posture dans la langue. Voilà. Bon. Moi, ça m'a intéressé de revenir là-dessus. Voilà, ça m'a intéressé de revenir là-dessus, c'est-à-dire d'écrire des petits textes d'apparence poétique, d'allure poétique, dont je pense qu'ils le sont, enfin qu'ils relèvent de la poésie, mais qui sont aussi tout entiers traversés par la réticence à faire croire qu'ils parlent de manière naturelle de faits et de nature. Voilà. C'est pourquoi ils insistent toujours, presque d'une manière emphatique, enfin exagérée disons, sur leur propre formalité, c'est-à-dire sur leur densité de texte en tant que texte. Voilà. Je n'ai jamais séparé l'exercice de la littérature, et en particulier de cette forme de littérature qu'on appelle la poésie, l'exercice de ça, de la question que cet exercice pose sur ce qu'est l'essence même du fait d'écrire de la poésie, ou l'essence même du fait de faire de la littérature. Toujours pour moi, il y a une question de fond sur qui peut se formuler comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'il y a de la poésie plutôt que pas? Voilà, pourquoi est-ce qu'il y en a, quoi? Qu'est-ce qui explique que ce besoin soit constant dans l'histoire des cultures et des civilisations, le besoin soit constant de cette pratique excentrique, parce qu'elle est toujours excentrique. La pratique d'Homère est excentrique par rapport à la manière dont parlent les Grecs de son époque. Elle est aussi excentrique par rapport à cette manière de parler des gens que ne l'est la poésie que je fais, moi, que fait n'importe qui fait de la poésie aujourd'hui, du parler quotidien. Ce sont des mondes peu coexistants les uns avec les autres. Voilà. Donc moi je pars toujours de ça, et ce questionnement-là a un certain nombre de conséquences, mais entre autres il a une conséquence qui est la suivante, c'est que de quelques périodes que l'on parle, aucune des formes d'expression poétique à disposition existantes ne satisfait le besoin d'expression. Voilà. Et donc il faut inventer quelque chose qui est différent, qui est décalé, qui est autre en tout cas que ce que communément à une époque donnée on appelle poésie ou on appelle littérature. Voilà. Parce que c'est dans ce sentiment d'altérité, ce sentiment de différence que peut se glisser d'une manière peut-être illusoire, mais à la limite peu importe, que peut se glisser la sensation qu'on a quand on écrit de dire quelque chose de juste de l'expérience qu'on fait du monde. Parce que la justesse de l'expérience qu'on fait du monde réside dans la différence de libellé formel de cette expérience par rapport à la manière dont tous les autres, qui écrivent ou qui n'écrivent pas, représentent le monde tel qu'ils en font l'expérience. Voilà, moi, c'est la seule chose qui m'intéresse. Ce que je fais ressemble à ce que font bien d'autres gens. C'est pas un problème, mais il y a un petit quelque chose qui fait que personne d'autre ne peut écrire ça. Voilà. C'est pas vanité de dire ça, c'est ce que n'importe quel artiste dira ça. C'est pas que la poésie c'est mieux comme ça ne voudra rien dire. C'est mieux que les autres formes
de posture dans le langage et de travailler avec le langage dont à une époque donnée on peut disposer. Faire de la poésie, c'est pas mieux que faire des discours politiques, c'est pas mieux que être un savant physicien, c'est pas mieux que d'être un biologiste de pointe, c'est autre chose. Mais dans le registre spécifique de ce qu'on appelle la littérature, la poésie, c'est intéressant, on va dire, parce que c'est la forme particulière de littérature qui consiste à se prendre elle-même comme sujet, quoi. La poésie, c'est quelque chose qui parle de la poésie, qui parle de rien d'autre. Même si, quand tu lis un poème, tu vois des paysages, quelqu'un te confie des sentiments, ou quelqu'un développe en vers plus ou moins cadencé des vues sur le monde, ou des comptes rendus des expériences sensorielles ou érotiques ou affectives qu'il a pu faire. Bon, il faut le sujet comme ça. Mais il n'empêche qu'en définitive, contrairement à un essai, contrairement à un roman, qui vivent de leur sujet, du sujet qu'ils traitent, la poésie ne vit pas du sujet qu'elle traite. Elle a besoin de sujets pour donner un peu de corps, comme ça manie l'expression. Mais ce dont elle parle constamment, c'est d'elle-même, c'est-à-dire du fait même qu'elle s'exprime. Voilà. C'est pour ça que c'est pas mieux que la littérature, mais s'il n'y a pas ça, la littérature ne sait même plus ce qu'elle est, quoi. Là, ce que je viens de dire, ça donne une espèce de gravité à tout ça. Bon, ça a de la gravité, moi, je prends ça au sérieux. Je considère que la poésie, c'est quelque chose de sérieux, enfin, pas comment il faut dire, mais une expérience profonde dans l'expérience que les hommes font du monde dans lequel ils vivent. Mais en même temps, c'est gai, quoi. Ça travaille beaucoup avec des procédures qui sont de l'ordre du jeu. Bon, parce que la poésie, contrairement à ce qu'on peut en penser souvent, c'est aussi une posture d'humilité dans le langage. La poésie, ça consiste à par exemple, à s'étonner, personne ne s'étonne de ça, qui est pourtant quand même de l'ordre du miracle, qu'on puisse dire la totalité des choses qui existent dans le monde, et même plus, la totalité des choses qui n'existent pas mais qu'on est capable d'imaginer, la totalité de ce qu'a été l'histoire du monde et les milliards de contenus de pensée que l'histoire du monde a véhiculé depuis que les hommes parlent, voilà, qui consiste à pouvoir dire tout cela, représenter tout cela avec 25 ou 30 lettres. Bon, personne ne pense à ça, mais c'est quand même un miracle absolu de penser qu'il y a cette possibilité-là. Bon, moi je m'en étonne tous les jours. Et alors ça peut rendre humble, parce que ça veut dire que par rapport à cette puissance que le langage a, la puissance que cette intelligence artificielle pour le coup a, le pouvoir que les uns et les autres, toi, moi, n'importe quel écrivain, génial ou pas génial, a, est dérisoire. La langue en sait toujours plus que vous. La langue en sait toujours plus que vous. La langue a existé avant vous. La langue peut vous faire dépasser le temps, puisque vous pouvez vous projeter dans l'avenir, vous souvenir du passé. Elle peut vous faire dépasser l'espace, puisque vous pouvez parler de la Nouvelle-Zélande alors que vous habitez à Saint-Brieuc. Bon, la langue, à l'intérieur de la langue, vous n'êtes qu'un ciron minuscule, comme on disait au XVIIIe siècle. Voilà. Et donc, du coup, ça peut aussi décomplexer, c'est-à-dire avec la langue, il n'y a pas non plus à essayer de faire le malin, quoi. Par contre, on peut jouer avec elle, c'est-à-dire lui donner lui tendre des petites perches et puis la laisser jouer toute seule, c'est-à-dire faire des rimes qui n'étaient pas prévues, changer de piste de sens, parce que tous les mots, de toute façon, comme ils ont plusieurs sens, ils peuvent ouvrir plusieurs pistes, enfin, bon, ainsi de suite. Voilà. Tout ça est assez jubilatoire aussi. Voilà. Mais ça n'empêche pas que ce soit sérieux, parce que c'est sérieux pour les raisons que je viens de dire, c'est-à-dire que la langue, de toute façon, en sait plus que nous. Voilà. Et tous ceux qui font leur malin en pensant qu'il leur suffit de vouloir dire quelque chose et qu'ils le diront en ayant la maîtrise de la langue, ben, ils se font le doigt dans l'œil jusqu'à l'autre côté, parce que la langue elle dira ce qu'elle veut dire, pas ce que le monsieur qui a voulu dire quelque chose dira. Encore une fois, moi j'ai écrit des choses sur la poésie, des livres théoriques que Paul a publiés,
m'occuper de revues, etc. Pour les raisons que je disais tout à l'heure, à savoir, moi, je ne peux pas faire quelque chose, en général, mais dans le domaine de la littérature, sans me demander aussi pourquoi je le fais, d'où vient le fait que je le fais, et sans me demander pourquoi font, et pour quelles raisons font comme ils le font, les écrivains qui m'intéressent. Enfin, c'est plus ce qui m'intéresse, mais bon, je ne peux pas m'empêcher de faire ça. Donc, c'est pas moi, au tout début, c'est-à-dire, comme la plupart des poètes, quand on a 13-14 ans, on pastiche, on imite les poètes qu'on vous fait lire. Voilà, bon, j'étais d'une génération où on lisait encore beaucoup de choses de poésie classique en classe. Donc on imite ça comme ça, mais on ne sait pas pourquoi. C'est pour ça que c'est difficile de répondre à cette question. On ne sait pas pourquoi on le fait. Si on le fait, ça veut dire qu'il y a quelque chose de délicieux dans le fait de le faire. Parce que quand on a 13-14 ans, on ne fait pas des choses pour se faire mal, on fait des choses parce que ça vous fait plaisir de les faire. Donc si on se met à faire des alexandrins en vers rimés, c'est parce qu'il y a un plaisir dans le fait de faire ça. Un plaisir à l'état pur, puisqu'on fait ça pour personne d'autre que soi-même. Pas des choses qu'on donne à lire. Voilà. Et moi, quand j'ai commencé un peu à réfléchir à ça un peu plus tard, je me suis dit, finalement, si la poésie m'a tant intéressé quand j'étais pré-ado, comme on dit maintenant, quoi, puis adolescent, c'est pas du tout pour les raisons qu'on dit généralement, de la raison pour lesquelles les adolescents font des poèmes ou écrivent des petits poèmes. Généralement on dit, bon, les jeunes gens font de la poésie parce que ça leur permet d'exprimer leurs sentiments, de dire à leurs copines qu'ils ont des sentiments pour elles, voilà, ou pour exprimer dans le secret de ce petit travail de griffonnage des sentiments que par ailleurs ils auraient ni le droit, ni le pouvoir, ni la possibilité d'exprimer d'une manière plus immédiate. Donc voilà, c'est l'idée que la poésie est la transcription possible d'une espèce de secret sentimental ou érotique ou sensible. Voilà. Alors moi, j'ai pas pensé ça, très vite, j'ai pas pensé ça du tout. Moi, j'ai pensé que ce qui fait qu'on est intéressé par la poésie, c'est pas cette dimension sentimentale, mais c'est au contraire la sensation d'une forme. La poésie intéresse parce que de quelque bout que vous la preniez, que ce soit un poète classique, que ce soit un poète secondaire, un grand poète, un poète moyen, un mauvais poète, de toute façon, vous ne pouvez pas échapper à la sensation que ce qu'il écrit est écrit dans une forme. Pour la raison que cette forme, comme je disais tout à l'heure, est artificielle par rapport à la forme à laquelle on assimile la naturalité du langage, à la forme de l'échange en prose. Donc c'est la sensation même d'une forme qui retient. Et ce qui fait jouir, c'est la capacité qu'on a à imiter cette forme. Voilà. Comme quand on danse, quoi. Quand vous dansez, les mouvements que fait un danseur ou une danseuse, c'est le contraire du geste naturel. Ce sont des gestes qui sont d'une artificialité totale, exagérée, ou tendue ou contraint, au contraire expansif. En tout cas, ça n'a rien à voir avec le mouvement naturel des corps. Voilà. La poésie, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire, le langage de la poésie, de quelque bout qu'on le prenne, il n'a rien à voir avec les postures naturelles de la langue. Voilà. Et je crois que c'est ça qui séduit quand même, et qui donne l'envie de faire pareil. Voilà. Moi, je crois que c'est comme ça que c'est passé pour moi le goût, la manie aussi, parce qu'il y a aussi une manie là-dedans, d'écrire en poésie. Ça m'est spontané maintenant d'écrire en poésie. Si j'écris un mail, je ne peux pas m'empêcher de faire une espèce de scansion, quoi. Je ne peux pas faire une langue dont je ne percevrai pas la forme. Ça m'est impossible, quoi. Et quand on s'amuse, tu vois, avec les adresses que faisait Mallarmé en vers, comme ça, et qu'on s'épate du fait qu'il faisait ça, et
et de la virtuosité avec laquelle il le faisait. Moi, je trouve ça ni virtuose ni épatant. Je trouve que Mallarmé, c'était sa façon d'éprouver la représentation, quoi, de dire quelque chose du monde. Alors, il y a peut-être un fait d'âge, tu sais, quand on commence à prendre de l'âge comme ça, on se penche sur son passé, comme on disait, donc, et on se pose aussi des questions. Alors, celle que je te disais tout à l'heure, qu'est-ce qui a été important pour moi? Réponse, la poésie. Bon, qu'est-ce qui dans la poésie a été important pour moi? Ben, réponse, Rimbaud ou Ducasse. Qu'est-ce qui dans la vie que j'ai menée, faisant de la poésie, publiant des revues, etc., a été important pour moi? Ben, les amis avec lesquels, à un moment ou à un autre, souvent très longtemps, parfois moins longtemps, s'est établie une connivence de pensée et de goût. Laquelle connivence a constitué elle aussi une histoire. Voilà. Donc, comme le livre a aussi une ambition, je ne sais pas si une ambition, enfin, le projet de dire quelque chose de cette histoire, il le fait d'une manière par confetti, légère, comme certains l'espèrent, hein, sans en faire surtout pas une épopée ou là non plus quelque chose de grave, hein, il le fait aussi comme une histoire marrante, quoi. Bon, voilà, parce que le fait, c'était quand même principalement une histoire marrante, tout ça. Mais bon, dans le corps, dans le fil de cette histoire marrante, des personnes ont eu pour moi de l'importance. Voilà, des personnes qui ont été ou qui sont toujours mes amis, mais cette sorte particulière d'amis qu'on a dans ce type de travail et de milieu, c'est-à-dire des amis dont on a assez peu besoin de la présence physique. Parce que la plupart du temps, ce sont des gens dont on est devenu les amis, non pas parce qu'on les a rencontrés eux, mais parce qu'on a rencontré d'abord ce qu'ils faisaient, des livres, des œuvres. Et que l'amitié, le lien d'amitié, le lien d'affection même, a été la conséquence et non pas la cause de l'admiration pour leurs œuvres, enfin leurs œuvres au sens presque biblique du terme, quoi, voilà. Et donc, bon, bah, c'est le sens d'une vie, si tant est que une vie a un sens, mais le sens d'une vie, même si ce sens-là est le sens d'un non-sens, mais peu importe, comporte les relations avec ce type de personnes. Bon. Alors dans le livre, j'ai essayé de faire en sorte de le faire avec l'émotion, dont je ne peux pas faire abstraction quand je parle de ces personnes-là, mais de mettre un peu à distance cette émotion en faisant ces petits dessins qui sont des dessins d'amateurs. Moi, je ne suis pas peintre ni dessinateur, je sais à peu près faire des petites caricatures comme ça, mais en les mettant là comme caricatures, en plus délibérément tout petit, sans qualité technique en tout cas arborée, c'est aussi une façon de mettre tout ça dans des petites boîtes d'histoire, tu vois, comme des petits hôtels, tu sais, quand dans les 400 coups, Jean-Pierre Léaud a son petit hôtel à Balzac, voilà, avec ses petites bougies et son portrait, voilà.